Amis matinophiles, bonjour, quel plaisir et quel bonheur de vous retrouver en ce lundi pour une nouvelle semaine de votre matinale préférée sur RTI 1. Matin Bonheur s'installe, nous également, le couple Maïva est là pour vous servir et pour vous, pour votre plus grand bonheur, en tout cas on l'espère. Bonjour Marco. Bonjour Eva, bonjour à tous mesdames et messieurs, je suis très heureux de retrouver ma dose d'Evamine qui m'a tant manqué depuis le milieu de semaine dernière. Mon souffle-douleur préféré est là. Au sommaire de cette émission, honorables invités, surtout très chers téléspectateurs d'ici et du monde entier, on aura bien sûr une discussion très attendue avec le responsable, celui qui a permis le déguerpissement de ceux qui vendent des médicaments dans la rue. Ce sera avec Gabriel Zani dans l'instant vérité, sans oublier le dernier couloir de cette émission qui va nous loger à l'enseigne du développement et de l'industrialisation. Ce sera avec le directeur général adjoint de l'APEXI. Voilà, tout est dit. En tout cas, il ne me reste plus qu'à savourer encore ce moment parce que Eva est de retour. Fatim Djidji aussi est avec nous et c'est avec elle qu'on commence. C'est parti. Bonjour Marcelin, bienvenue à Eva, bon retour parmi nous et bonjour chez vous. En ces temps de mutation politique, il est bon de rappeler cette citation de Bossuet. Dieu se rit des hommes qui déplorent les conséquences dont ils chérissent les causes. C'est parti pour votre titrologie et ça se passe ici. Une fois n'est pas coutume, on va démarrer avec le Patriote qui titre PDCI et RDR face à la menace sur l'alternance 2020. Attention, si le RHDP meurt, tout le monde tombe, nous dit le quotidien. Et on aperçoit aussi le président ghanéen fait grand croix à l'occasion de sa visite de travail et d'amitié en Côte d'Ivoire. On poursuit avec l'Inter qui titre « Troisième République, ce que Ouattara veut faire du Sénat ». Le journal propose aussi une interview de Tapédo qui livre de graves secrets sur la crise de cacao. À la une de l'Expression maintenant, le portrait des présidents Bédié et Ouattara avec cette question « RHDP, comment éviter l'implosion avant 2020 ?» Et en bas de page, on peut y lire que les organisations professionnelles des médias disent non au projet de loi sur la presse. L'intelligent d'Abidjan s'intéresse aux arriérés des fonctionnaires que Zadi Nyanya estime à 200 milliards et non 249 milliards de francs CFA. Et Mesmin Komoué dit attendre des clarifications. En dessous, on apprend que le parti de Charles Blé Goudé aura bien son candidat en 2020. Ce sont donc deux informations principales que vous pouvez lire à la une de l'intelligent d'Abidjan. Je vous propose maintenant de découvrir la une de Soir Info, qui va donc apparaître à l'écran avec Guillaume Soro, qui lance un autre appel et dénonce, nous dit le quotidien. En haut de page, les populations de Port-Bouët s'insurgent contre les coupures d'électricité à répétition. Le journal de l'opposition, maintenant, Notre Voix, va s'afficher et titre « Corruption et mauvaise gestion du pouvoir ». Le quotidien propose aussi un reportage sur les traces de la reine des Baoulés, Abla Pokou. Et on va finir avec l'hebdomadaire Allopolis, des faits divers, je cherchais le mot, et des faits de société, qui titre « Immigration, Canada, États-Unis, Australie, 2000 candidats escroqués et à Yahoo, grand-messe vaudou, comme si vous étiez ». Allez, on se retrouve pour la revue de presse détaillée juste avant le JT et puis pour votre récapitulatif en images de la semaine écoulée, comme chaque lundi. Donc à tout à l'heure. Merci Miss Djidji, on vous retrouve donc dans quelques minutes avec beaucoup de plaisir. On rappelle également que Serge Dakouri sera là pour sa chronique sport. Beaucoup de choses ont animé cette planète sportive la semaine dernière et il se fera un plaisir de nous en faire un récapitulatif. Marco, oui. Vous avez passé un bon week-end? Super bon week-end, super. C'était bien. C'était bien. Ben oui, ça se voit. Oui, moi je me suis... Vous avez une bonne nouvelle à nous annoncer bientôt.
Professionnel. Je parle professionnellement. Bien sûr, bien sûr. Yes. Bien sûr. D'ailleurs, on va se diriger au pas de course vers la gym. Bonne nouvelle, Marco a repris le sport. Et je pense que ça se voit. Il est plus éclatant et flamboyant que jamais. Emboîtez-lui donc le pas en suivant les conseils de notre très cher coach Fabrice. La nouvelle dans nouvelle. Salut à tous, je suis ravi d'être en votre compagnie en ce début de semaine pour encore faire des exercices, encore faire des mouvements. Alors aujourd'hui, nous allons faire ensemble 2 petits exercices pour nous permettre de bien entamer cette semaine, qui vont nous permettre de bien nous réveiller aussi. Donc si vous êtes prêts chez vous, on va y aller directement avec les échauffements. Allez, on tire. 1, 2, 3, 4, à gauche. 1, 2, 3, 4, à droite, on fait pareil. 2, 3, 4. Ok, on descend sur le côté. Allez, on laisse le corps bien descendre. On tire bien de l'autre côté. Allez, encore. 1, 2, 3, 4. On termine avec une belle rotation au niveau de la hanche. Là. 1, 2, 3 dans l'autre sens. 1, 2 et 3. Alors, le premier exercice que je vous propose, ce sont les coups de pied. Alors, pour réaliser les coups de pied, il faut casser la jambe de devant, bien tendre celle qui est en arrière, et puis là, coup de pied. Mais à la fin, je dirais, du mouvement, vous faites un petit saut sur cette jambe-là qui devient tendue. Là, 1, 2, ok. On va travailler 20 secondes, 10 secondes de repos 2 fois sur chaque jambe avant de passer à notre second exercice. Alors, on y va. 3, 2, 1, top, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Encore. 1, 2, 3. Il reste 3 secondes. 4. Ok, super. Allez, on souffle 10 secondes et on change de jambe. Après, si vous devez sentir déjà que la cuisse commence à bien se contracter. Allez, 3, 2, 1. Top, c'est parti. 1, 2, 3, super. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, super. 2, 3 secondes encore. Allez, ok, super. On souffle. On respire encore 10 secondes et on repart sur la jambe droite. On appuie sur la jambe gauche. 3, 2, 1. Top, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Encore. 1, 2, il reste 5 secondes. 3, 4, 5. Ok, super. On termine avec l'autre jambe. Allez. 3, 2, 1. Top, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5. Pour ceux qui ne peuvent pas faire cet exercice avec le saut en fin de mouvement, vous restez sur la pointe des pieds, c'est-à-dire là, comme ça. Ok? À chaque fois, vous restez là. Allez, encore un peu. Super. Allez, on respire un peu. Si vous voulez boire un peu, c'est le moment. N'hésitez pas à boire. Ceux qui ne veulent pas boire, pas de problème. On continue directement avec le prochain exercice. On va faire un gainage dynamique. Ok? Alors, pour faire ce gainage-là, on va se mettre sur les paumes. Là. On va tendre un bras et en même temps une jambe. Là. 1, 2, ok. On va faire 20 secondes, 10 secondes de repos. Pour ceux qui ne peuvent pas tendre un bras et une jambe en même temps, vous levez là. Un bras et ensuite l'autre. Simplement, comme ça. Ok? Allez, on va y aller. 3, 2, 1. Top, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1. Ok, soufflez. On respire un peu. 10 secondes. 5, 4, 3, 2, 1. Top, c'est parti. 1, 2, 3, 4,
5, encore. 6, 7, 8, 9. Ok, super. Alors, lorsque vous finissez cet exercice, vous vous épongez juste un peu. Ok. N'hésitez pas à boire un peu d'eau. Ok. Et si vous avez le temps, reprenez carrément tous les exercices que nous avons fait, c'est-à-dire les coups de genoux plus le gainage. Ok, ça va vous permettre de bien vous réveiller, de bien entamer cette semaine. Moi, je vous donne rendez-vous demain. D'ici là, gardez la pêche. Allez, à vous sur le plateau. Merci d'être avec nous. Merci au coach Fabrice. Je rappelle que nous sommes aujourd'hui lundi 8 mai 2017. Dans quelques instants, nous allons revenir sur les articulations d'une journée très importante. C'est la journée internationale, la journée mondiale, si vous voulez, de la Croix-Rouge. Mais on va rester toujours dans le circuit du sport avec maintenant l'actualité sportive qui a rythmé et qui rythmera bien sûr toute cette semaine le monde sportif. Et chaque lundi, vous le savez, celui qui s'y colle dans Matin Bonheur, c'est Monsieur Serge Dacoury. Il est là, c'est parti. Serge, bonjour. Bonjour Eva, bonjour. Vous allez bien ce matin? Ça va, grâce à Dieu. Le week-end, ça a été? Oui, un peu mouvementé, mais bon. Mouvementé dans le bon sens, j'espère. Mouvementé, puisqu'on faisait la retransmission des matchs de championnat de Côte d'Ivoire. Hier, la Ligue 1 était en attraction sur son pro. Voilà, avec du volleyball en même temps. Très bien. Donc, week-end mouvementé comme l'actualité sportive de la semaine que vous allez décrypter à présent et nous faire un compte rendu. On démarre tout de suite avec le volleyball. Volleyball ou volleyball? Volleyball. Volleyball, handball. Volleyball, handball. Volleyball, 6e journée. 6e journée, effectivement. Le stade Champrou était le théâtre des opérations de la 6e journée du championnat national de volleyball. Eh bien, les cadors, c'est-à-dire les favoris, n'ont pas tremblé pour s'imposer. Je veux parler du COD4 en dames samedi, qui a pris le meilleur sur Tafiré, l'équipe de l'intérieur. 3-7-0, 25-3, 25-4 et 25-7. Deuxième match, c'était la SEC Mimosa, championne en titre. Eh bien, la SEC a disposé de l'équipe de Sun, également sur le même score, 3-7-0. On va parler des hommes qui étaient aussi en attraction. Phoenix s'est débarrassé difficilement de Sun, 3-7-2. Et le match AUC-INJS, le duel des étudiants, n'a pas pu s'achever, faute de lumière. L'éclairage a fait défaut et à ce moment-là, l'AUC menait de 2-7-0. En 2017, là? Bon, il y a eu un problème, une panne d'éclairage au stade Robert Champrou et donc le match n'a pas pu arriver à son terme. Le lendemain, heureusement, les choses ont continué, positivement d'ailleurs, puisque d'autres matchs étaient en attraction. Phoenix en dames a laminé l'équipe de Grand Laou. Au total, donc, les favoris sont toujours au point et la SEC, D4 et Phoenix ont tous gagné pour la 6e journée du championnat, tant en hommes qu'en dames. Ça, c'était concernant, bien sûr, le volleyball. Oui. Maintenant, nous allons parler de basket avec l'afro-basket qui ne trouve pas preneur. Oui, et malheureusement, la CAN de basketball masculin ne trouve pas preneur. Prévu pour le mois d'août prochain du côté du Congo-Brazzaville, eh bien, le pays hôte a désisté en raison d'une crise financière qui frappe un peu le Congo-Brazzaville. Eh bien, l'Angola avait été choisi comme plan B. L'Angola aussi, après une réflexion, a désisté. Ensuite, FIBA Afrique, l'organisateur qui gère les compétitions africaines, cherche un pays preneur. Il semblerait, aux dernières nouvelles, que le plan, on porterait le choix vers la Tunisie. Alors, si d'ici là, la Tunisie ne se désigne pas, eh bien, l'afro-basket prévu pour le mois d'août n'aura pas lieu. C'est un véritable camouflet pour l'Afrique. Un véritable camouflet pour l'Afrique. Il faut rappeler que nos Ivoiriens se sont qualifiés brillamment pour cette compétition en gagnant le Bénin et le Burkina Faso avec des locaux. Et patatras, comme l'a dit Eva tout à l'heure, on veut maintenant aller avec une sélection de professionnels qui n'ont pas pris part aux qualifications. Là, ça pose problème. Exactement, et pardon, les récriminations se font entendre sur le net notamment, où la population d'ailleurs, comme les joueurs, décrit cet état de fait parce que... Effectivement, parce que pour jouer les qualifications, nous sommes passés par jouer au Bénin, au Burkina Faso. Eh bien, la Côte d'Ivoire a pris le meilleur sur ces deux équipes avec des joueurs locaux venant de l'ABC, de Azur et de l'Africa. Alors, maintenant que la qualification est acquise, la Fédé, donc, faire une sélection avec des professionnels. On ne comprend pas pour cela et donc, les joueurs qui ont participé à la qualification, les locaux, se plaignent et c'est tout à fait normal car c'est eux qui ont permis à la Côte d'Ivoire d'avoir leur ticket pour l'afro-basket. Malheureusement, cet afro-basket qui est la CAN de basket n'a pas de pays preneur. Le Congo a désisté, l'Angola a désisté et jusqu'à aujourd'hui, il semblerait
aux dernières nouvelles que la Tunisie serait le pays qui va sauver l'Afrique. Sinon, point de compétition à partir d'août prochain. C'est grave, hein, parce que franchement, tant au niveau local, côté basketball, c'est vraiment, on n'a pas envie de dire de grands mots, mais c'est bizarre ici, au niveau basketball et aussi au niveau international. Bon, voilà, un peu... Les nationaux qui se donnent vraiment à cœur joie, avec le cœur, tout ça, la vigueur. Et quand il y a les lauriers, entre guillemets, il y a des choses à savourer, on prend les internationaux. C'est vrai qu'ils sont... Ça, c'est deux poids, deux mesures, Ils sont aussi des Ivoiriens, mais c'est dommage. La fédération estime que pour aller en compétition africaine, où on rencontre l'Angola, les pays maghrébins, il faut une forte équipe avec des pros. Parce que là-bas, c'est le haut niveau. Il fallait commencer avec cette forte équipe depuis longtemps. Mais pourquoi ne pas avoir commencé avec cette forte équipe? Pour faire un mixage. Un mixage, c'est-à-dire 6 locaux, 6 pros, pour au moins faire un savant dosage équilibré. Ben, ils ont opté pour... Et donc, les locaux ne se plaignent effectivement en ce moment. À raison, d'ailleurs. À raison. Pas à tort, à raison, bien entendu. On rappelle que la Côte d'Ivoire était le pays donc, organisateur de l'Afro-Basket en 2013. 2013, ici à Abidjan, effectivement, nous avons obtenu la 4e place à cet Afro-Basket, remporté du reste il y a 4 ans par l'Angola. Revenons au local en basket. Eh bien, la Ligue du basket ivoirienne a lancé, bien entendu, la Ligue féminine. C'était samedi 30 avril dernier au sapeur-pompier. Il y avait un tournoi qui permettait aux dames, aux jeunes dames, poussées, Benjamin et cadets, de pouvoir compétir. En fait, c'est un projet pour détecter de futurs talents en cadet du côté de la Ligue féminine, histoire de former une très belle équipe. N'oublions pas de rappeler que la Côte d'Ivoire, au jeu de la francophonie, au 8e jeu, est tenante du titre, puisqu'il y a 4 ans à Cannes, la Côte d'Ivoire avait obtenu la médaille d'or avec la bande de Kouyaté Mariam, la joueuse de l'ABC qui est partie du côté de Nantes. Et donc, pour cet Afro-Basket, la Côte d'Ivoire représente avec une équipe féminine qui a eu la médaille d'or à Nice. Et donc, c'est une possibilité de médaille pour l'instant. Donc, les regroupements se font pour que cette sélection soit d'aplomb le jour J, le jour des Jeux de la francophonie. Très bien, on va passer à un sport qui est considéré, je dirais, en griffe comme un sport de vieux. Voilà, un sport dit mineur. Il s'agit de la pétanque. Et ça se passe à Divo. Effectivement, la Fédération ivoirienne de pétanque, dirigée par M. Touré Léopold Vincent, a organisé une compétition ce week-end du côté de Divo, avec maintenant la collaboration des institutrices de Divo qui ont donc permis cette compétition. Eh bien, plus de 10 clubs étaient présents, ceux de l'intérieur et ceux d'Abidjan, dans une belle compétition organisée à Divo. Selon les dernières nouvelles, les équipes n'ont pas fini la compétition et le PC balnéaire de San Pedro et l'équipe de Yopougon sont au coude à coude pour la première place pour remporter ce trophée. En tout cas, c'est une belle compétition organisée depuis ce week-end du côté de Divo, la cité de Djibois, n'est-ce pas? Absolument. Alors, on va terminer donc à ce tour d'horizon concernant les disciplines sportives à matin bonheur avec le sport d'Irois, le football. Oui, ce sport d'Irois avait une compétition majeure avec le championnat de Côte d'Ivoire, Ligue 1, 20e journée. Eh bien, patatras, coup de tonnerre, le leader, la SEC Mimosa, a chuté 1-0 devant le FC San Pedro. Malgré la présence de Bansé Aristide, malgré la présence de Kwaku Kofi Hervé, le gardien international burkinabé, eh bien, cette jeune équipe de San Pedro a eu raison de la SEC 1-0. Le deuxième au classement aussi a chuté. Je veux parler de l'équipe du WAC qui a été battue par l'équipe du Sporting 1-0. L'Africa, heureusement, a eu la chance. Mené 1-0, l'Africa a retourné la vapeur pour faire 2-1 après la 20e journée. Au classement, la SEC Mimosa, malgré sa défaite, est toujours leader avec encore 4 points d'avance sur son poursuivant immédiat qui est le WAC. Pour l'instant, donc, inévitablement, l'équipe de la JCAT va tout droit vers la 2e division. Wow. Voilà, pour le local, mais en international, eh bien, les 5 championnats majeurs étrangers étaient en attraction. La Liga espagnole, la Ligue française, la Bundesliga allemande, le Calcio italien et la Première Ligue anglaise. En Angleterre, Chelsea, sans jouer, est toujours leader, puisque son poursuivant Tottenham a été battu 1-0. Chelsea joue aujourd'hui à 18h45 contre Middlesbrough. À 2 journées de la fin, 4 points d'avance. Les Blues sont un peu bien partis. S'ils gagnent aujourd'hui, d'être champions d'Angleterre avec un nouvel entraîneur qui est là depuis, Antonio Conte. En France, Monaco se rapproche du titre à 2 journées. Monaco en déplacement a gagné 3-0. Paris, le Dauphin, a fait 5-0, mais ça ne change rien au classement. En Bundesliga, eh bien, le Bayern est déjà champion avec 18 points d'avance à quelques journées de la fin. Voilà un peu pour le résumé. En 4 points, en 4 rubriques, bien entendu,
le tour de l'actualité sportive en local et en international sur la RTI 1. Merci. Merci beaucoup. On vous retrouve dans quelques instants d'ailleurs sur Radio Côte d'Ivoire. Sur Radio Côte d'Ivoire, dans la grande matinale sur 88.00. Voilà. Très bien. Merci. Avec Rachel Logoué. Rachel Logoué, à qui on fait un gros bisou, très talentueuse animatrice. Merci Serge Dacoury, on se retrouve sur RTI 1 dans Matin Bonheur lundi prochain. Même heure. Voilà. Même fidélité. On se dit à lundi alors. À bientôt. Marco, vous le disiez aujourd'hui, Oui, c'est le 8 mai 2017. Bon, je pense que vous le savez. Il vous rappelait néanmoins que c'est la journée mondiale de la Croix-Rouge. Et il faut savoir que le choix du 8 mai pour cette journée mondiale est dû à l'anniversaire de la naissance d'Henri Dunant, fondateur en 1863 de la Croix-Rouge internationale et des conventions de Genève. Parler de l'origine de la Croix-Rouge nous ramène bien sûr à Solferino. C'est dans la province de Mantoue, au nord de l'Italie. L'empereur Napoléon III, à la tête d'une armée franco-piémontaise, écrase les Autrichiens dans une bataille extrêmement meurtrière. Des milliers de blessés agonisent, faute de soins. Des appels au secours restent sans réponse. Témoin de cette tragédie, un citoyen suisse, Henri Dunant, improvise des secours avec le concours des populations civiles locales. Il assiste sans discrimination les soldats des deux camps. Et 5 ans après Solferino, l'idée d'Henri Dunant a fait son chemin. Une conférence internationale se réunit à Genève, 16 nations y participent et décident de créer dans chaque pays des comités de secours et choisissent un emblème, une croix rouge sur fond blanc, le fameux drapeau qu'on connaît tous. Les États adoptent donc des règles internationales définissant le sort des personnes aux mains de l'ennemi et qui ne participent pas au combat. Ce sont donc les fameuses conventions de Genève dont la première vit le jour le 22 août 1864. Et depuis, mesdames et messieurs, l'aventure de la Croix-Rouge continue. Elle s'écrit en lettres d'or à travers tous les conflits du monde entier, regroupant 97 millions d'hommes et de femmes. On compte maintenant des sociétés nationales de la Croix-Rouge et du Croissant Rouge dans 176 pays du monde. En Côte d'Ivoire, créée donc le 13 octobre 1960, la Croix-Rouge de notre pays a été reconnue le 18 avril 1963, association d'utilité publique. La CRCI devient membre de la Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant Rouge le 28 août 1963. Et pour finir, on dira que le mouvement international donc, de la Croix-Rouge et du Croissant Rouge contribue à l'extension et à la promotion du droit international humanitaire en assurant sa diffusion, en exerçant une action constante auprès des États. Il s'efforce d'en faire respecter les principes et l'application lors des conflits. Ainsi, la Croix-Rouge, en témoignant de son action constante en faveur des victimes et en diffusant son éthique de tolérance et de dialogue, contribue à la prévention des conflits et des tensions. Voilà tout ce qu'il fallait savoir en substance au moins concernant cette journée mondiale de la Croix-Rouge. Elle également vient à notre secours, façon de parler, quand on a une panne d'information. Elle, c'est Fatim Djidji. Elle intervient maintenant. C'est la revue de presse. Mesdames et messieurs, vous êtes sur Matin Bonheur, RTI 1 en direct d'Abidjan. Et vous avez raison. Dans cette revue de presse, il sera bien évidemment question d'Emmanuel Macron. Mais on va commencer avec l'éditorial de Traoré Moussa à lire dans l'Expression, qui nous apprend qu'une nouvelle loi sur la presse a été votée vendredi par la Commission des affaires sociales et culturelles de l'Assemblée nationale. Le 31 mai, ce texte, jugé liberticide par l'ensemble des organisations professionnelles des médias, passera certainement comme une lettre à la poste devant la plénière du Parlement. Les associations et les syndicats de la presse sont tous mobilisés pour faire comprendre aux autorités que le nouveau texte proposé est mauvais. Depuis que ce débat a commencé, personne ne le défend, à part le ministre Bruno Koné et son cabinet, qui sont au four et au moulin pour amener les journalistes à accepter l'inacceptable, nous dit l'article. Allez, on va s'intéresser à l'homme du jour. Emmanuel Macron, bien évidemment. L'intelligent d'Abidjan, grâce à la contribution de Christian Gambotti, donne la vision africaine de Macron, qui a découvert l'Afrique lors de son stage de fin d'études au Nigeria. Il en garde le souvenir suivant. L'Afrique se caractérise par la préservation des autorités coutumières ou religieuses, et où, malgré la misère et l'instabilité, tout paraît possible. Il sait déjà que l'Afrique n'est plus un immense chaos.
Il considère même que c'est le continent qui enregistrera les taux de croissance les plus importants et présentera les opportunités les plus fortes. Il y met 3 conditions. D'abord, la stabilité politique et la paix. Ensuite, une croissance inclusive fondée sur l'éducation et la formation, le développement du secteur privé, les droits des femmes et le développement des infrastructures. Enfin, la maîtrise démographique, véritable bombe à retardement. Notre voix s'intéresse aussi au nouveau président français qui entend changer la politique africaine de la France. En effet, il a annoncé pendant la campagne sur RFI la mise en place d'un partenariat stratégique entre l'Union européenne et l'Union africaine pour sortir des logiques de charité et de clientélisme, nous dit-il. Emmanuel Macron ambitionne par ailleurs de créer un conseil présidentiel pour l'Afrique qui devra réunir des personnalités africaines et françaises pour inspirer la politique africaine de Paris. Allez, comme chaque lundi, voici le récapitulatif de la semaine écoulée en images. Et le peuple, encore une fois, était dans la rue 1er mai, obligé. On va démarrer avec le Brésil, où ça manifestait en rythme et en couleur contre les mesures d'austérité. Vous allez voir donc apparaître à l'écran la performance artistique de cette ravissante jeune femme. L'image suivante aussi concerne la fête du travail et cette fois-ci, ça se passe en Afrique du Sud. On aperçoit sur le cliché qui va apparaître un homme, un syndicaliste. Non, ce n'est pas la bonne image. Un syndicaliste donc qui levait le doigt au ciel. L'image qui est à l'écran, c'est au Soudan du Sud, un instant rare de bonheur dans ce camp de réfugiés. Une ONG catholique a formé les habitants à des séances thérapeutiques de massage et visiblement, ça plaît à cet enfant. Un sourire dans ce cas de figure, c'est assez rare. La photo suivante, je vais la découvrir avec vous, comme ça on va suivre en même temps. Si vous pouvez la faire apparaître et je parlerai en fonction de l'image. Alors celle-ci, bon, ça devait être la dernière, c'est-à-dire l'insolite. Cette femme que vous voyez, c'est Regina Lopez. Elle a été donc secrétaire d'État à l'environnement et aux ressources naturelles. Elle a affiché clairement son opposition à l'industrie minière qu'elle avait accusée de corruption. Et là, elle vient tout juste d'être démise de ses fonctions et elle s'est mise à chanter « I Believe I Can Fly » de R. Kelly, sa chanson préférée, nous dit-elle. Allez, l'image suivante, s'il vous plaît, ça va apparaître. Comme ça, je vais la décrire avec vous. Nous sommes en Argentine et là, c'est à l'occasion du 1er mai aussi qu'on a pu voir ce mur mer de la place de Mai où sont affichés les portraits des personnes disparues entre 1976 et 1983 durant la dictature de la junte militaire. On va poursuivre avec un autre cliché de la semaine écoulée. Ah oui, un peu de tendresse dans ce monde de brut. Cette magnifique photo nous permet d'aller en Corée du Sud. C'était à l'occasion de la célébration de la naissance de Bouddha. Et vous voyez donc ce défilé de lotus bleu, nous dit la légende de la photo. Allez, une dernière image pour se quitter qui va apparaître à l'écran. Et ça se passe donc au Venezuela où malheureusement c'est des manifestations quotidiennes que l'on voit depuis déjà plus d'un mois. Et ce jeune homme vient tout juste de se faire renverser par un véhicule blindé de la police. Allez, on va s'arrêter là pour ce tour d'images de la semaine écoulée. Je vous retrouve donc demain. Je vous laisse avec Eva Mani et Marcelin Govoy. À demain. Et on vous retrouvera avec beaucoup de plaisir et avec hâte d'ailleurs demain, comme vous venez de le dire. Très bonne journée. Fatim Djedje, il s'installe à présent pour le JT de 6h30 sur pas la route, RTI. Un petit point route. Un petit point route pour la route. Vous voulez vous promener avec moi tant dans ma qu'à voiture faire. Bah oui, vous m'avez manqué la matinée mobile également. D'accord, on y va. Point route. Route, dis-moi tout. Livre-nous tes secrets. Allez, on commence par le tronçon. Comment te comportes-tu ce matin? Trècheville dit bonjour à Eva. Elle lui dit bon retour, bonne arrivée. Voici vos voitures au taxi préférées. Commentez, mademoiselle. Oui, il n'y a pas beaucoup de circulation. Je vous en faisais la remarque d'ailleurs. Ils sont à la maison pour vous regarder. C'est bizarre, il n'y a pas beaucoup de circulation sur les routes on va dire, la GB à Cocody, ici à la RTI. Situation très très calme. Donc profitez-en pour vous déplacer. Et là, nous sommes à Koumassi, qui tient toujours la palme de la commune la plus matinale et la plus active, en tout cas en ce qui concerne nos points routes. Rien de particulier à signaler non plus.
Alors, la suite, je rappelle, mesdames et messieurs, que c'est bien sûr Soro Félicité qui s'occupe de votre confort visuel. Elle va nous envoyer maintenant là, au pied du... belle vue d'Abidjan qui se réveille, fendue donc par ce magnifique pont qui fait notre fierté. C'est le De Gaulle. Merci à vous, merci en tout cas de nous faire confiance. Depuis 5h55, voici maintenant un autre pan de cette émission dans ce circuit matinal que nous vous proposons du lundi au vendredi. Nous nous arrêtons à la case information. Pour éviter la multiplication et les piqûres de moustiques qui donnent le paludisme, je rends l'intérieur et l'extérieur de ma maison propre. Je dors chaque nuit sous la moustiquaire imprégnée. Finissons pour de bon avec le paludisme. Message du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique en partenariat avec la Fondation MTN Côte d'Ivoire. MTN, everywhere you go. Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci de nous suivre. Au lever de ce jour, on aura un temps généralement nuageux sur l'ensemble du pays. Des passages nuageux seront observés sur le littoral et le sud forestier avec de faibles pluies localisées, notamment dans le sud-est. Les températures au lever de ce jour, 25 degrés pour Abidjan, Adiaké affichera 23, 24 pour Bandoukou, 22 degrés à Boaké, 23 pour Taloa, 24 à Dimbokro et à Gagnoa, 23 degrés à Korogo, la minimale de 21 enregistrée dans le Tongpi, 22 degrés pour Odiéné, 24 à San Pedro et à Sassandra, 23 pour Tabou et Yamoussoukro. Cet après-midi, après un temps ensoleillé, le nord, l'ouest, le centre et le sud forestier observeront la formation de cellules orageuses suivies de pluie. Le littoral sera partiellement nuageux avec des possibilités d'averses localisées. On y va pour les températures de notre après-midi, 31 degrés pour Abidjan et Adiaké, 35 pour Bandoukou, 34 à Boaké, 33 degrés pour Daloa, la maximale de 36 relevée à Dimbokro, 32 dans le Go, 36 dans le Poro, 32 pour le Tongpi, 36 à Odiéné, 31 degrés pour San Pedro et Sassandra, 30 pour Tabou et 33 pour Yamoussoukro. Merci, Madame, Messieurs, de nous avoir suivis. Très bonne suite de programme à tous et à chacun. MTN, everywhere you go. Bonjour, mesdames et messieurs, bon réveil, bienvenue dans ce 6h30. Tout d'abord, la présidentielle en France, inconnue en politique il y a encore 3 ans, son parti derrière lui à 13 mois de la présidentielle et jamais en charge du moindre mandat électif. Emmanuel Macron est devenu ce dimanche soir, 7 mai, le 8e président de la 5e République à seulement 39 ans, vainqueur de Marine Le Pen au second tour avec plus de 66% des voix. Le président Alassane Ouattara adresse ses félicitations à Emmanuel Macron. Le chef de l'État assure le nouveau président élu de sa disponibilité à œuvrer au raffermissement des liens d'amitié et de coopération entre la Côte d'Ivoire et la France. Qui est Emmanuel Macron? Cet ovni en politique est devenu hier soir à seulement 39 ans le plus jeune président de la 5e République française sans avoir jamais auparavant exercé un
quelconque mandat électif. Sylvie Touré nous dresse ici son portrait. Paris osé, Paris fou, Paris gagné. Le voilà à l'Élysée, à la tête de la France. À peine 40 ans, Emmanuel Macron prend les rênes de la 5e puissance mondiale, à l'issue d'un slalom politique dont lui seul a le secret. D'abord dans l'ombre des ténors du Parti socialiste entre 2006 et 2009, Emmanuel Macron se fait très vite remarquer par François Hollande, dont il soutiendra la candidature à la présidentielle en 2012. Une fois élu, ce dernier lui renvoie l'ascenseur, il le nomme secrétaire général adjoint de l'Élysée. Le jeune collaborateur se montre très pertinent sur les dossiers économiques et renforce le capital confiance placé en lui. 2014, Macron entre au gouvernement avec un portefeuille à 3 poches, l'économie, l'industrie et le numérique. Il est âgé de 37 ans. Il annonce les couleurs avec la loi pour la croissance et l'activité qui divise le Parlement à l'issue de plus de 400 heures de débat et finit par forcer la barrière parlementaire grâce au 49.3. Suivra la loi Macron 2 en faveur de nouvelles opportunités économiques qui, elle, sera stoppée tout net par l'exécutif. Avril 2016, Emmanuel Macron lance En Marche. Il situe son mouvement ni à gauche ni à droite, stupeur générale et surtout au Parti socialiste, sa désormais ex-famille politique. C'est la levée de bois vert contre la réincarnation de Brutus, le traître à qui l'on attribue le dernier coup de poignard qui a tué l'empereur César, son père adoptif, ou encore Judas, le disciple qui a vendu son maître Jésus pour 30 pièces d'argent. L'enfant chéri est désormais le parricidaire. Macron est accusé de sacrifier à l'autel de ses ambitions personnelles son père, François Hollande. Il démissionne du gouvernement. On ne vend pas cher de sa peau, encore moins de celle de son mouvement. Et pourtant, En Marche fait boule de neige. Le mouvement grossit et bouscule les opinions pour se classer en tête des sondages. Ni à droite, ni à gauche, il recrute pourtant à droite et à gauche. Dans les premiers siècles des familles politiques, En Marche a encore plus de succès auprès des populations, surtout dans les milieux d'affaires et de la finance. Le 23 avril, il remporte le premier tour de la présidentielle, désormais à une marche du palais de l'Élysée. Une marche qui s'achève ce 7 mai, elle n'aura duré que 13 mois depuis le lancement du mouvement. Derrière l'ovni politique se cachait en réalité un génie politique qui, en un peu plus d'une année, a réussi à mettre la France à ses pieds. Nous y reviendrons tout au long de nos différents journaux. Au deuxième jour de sa visite d'amitié et de travail en Côte d'Ivoire, le président Nana Akufo-Addo Dankwa-Addo a échangé avec la communauté ghanéenne de Côte d'Ivoire. Les Ghanéens qui se sont fortement mobilisés pour lui dire Akwaba et lui exprimer leur attachement. Nana Akufo-Addo a regagné son pays en fin d'après-midi hier, une visite qui a permis de renforcer davantage les liens d'amitié et de coopération entre la Côte d'Ivoire et le Ghana. La 3e édition de l'opération Grand Ménage s'est tenue samedi 6 mai sur l'ensemble du territoire national. Selon la ministre de la Salubrité, de l'Environnement et du Développement durable, l'opération a été suivie à 55% sur le plan national. Occasion pour Anne-Désirée Ouloto d'exhorter les populations à s'approprier cette action gouvernementale. Grâce Kando. Les communes du district d'Abidjan et des villes de l'intérieur marquent leur adhésion à l'opération Grand Ménage. Ainsi, pour cette 3e édition, le taux de participation sur le plan national s'élève à 55%. Un taux annoncé par la ministre de la Salubrité, de l'Environnement et du Développement durable. Dans certaines localités, nous continuons de lancer un appel à tous ceux qui peuvent aider, contribuer, n'est-ce pas, à la sensibilisation. Voyez-vous, là où ça marche, on est fiers. On est heureux et on vit en bonne santé.
Le ministère des Eaux et Forêts vient de faire capturer le dernier rhinocéros vivant en Côte d'Ivoire. Sorti de la forêt classée d'Abokwa-Mekro, l'animal a erré pendant plus de 15 ans dans la région du Moronou et sa cohabitation avec les populations s'est avérée parfois dramatique. Mais avec l'appui d'experts sud-africains, il a été transféré au centre de la Côte d'Ivoire dans la réserve des River Lodge, située dans la forêt classée de Mafa. L'objectif est de protéger cette espèce en voie d'extinction. Serge Colléa. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Le jeudi 4 mai dernier, une dame de 70 ans a été poignardée mortellement à son domicile situé à la Cité des Arts dans la commune de Cocody. Elle aurait reçu plusieurs coups de couteau coués à divers endroits de son corps, mais le présumé meurtrier n'a pu aller loin car il a été rattrapé par les éléments de la police criminelle. Nous y reviendrons également dans nos prochaines éditions. Merci d'avoir suivi ce journal. Très bonne journée sur RTI. Merci, Monsieur Diaby. Merci. Pardon. Alors, Marco, c'est dans votre village, c'est à Tsémélécro, que le tout dernier rhinocéros encore en liberté en Côte d'Ivoire, a été capturé. Qu'est-ce que vous avez fait pour cela, pour permettre cette capture? J'ai passé des coups de fil. Moi, je me posais la question, je réponds. Mais je vous écoute. Hein. J'ai passé des coups de fil au nom de mon attachement à mon origine. Et voilà. Vous y étiez, vous avez assisté à cette capture historique? J'ai passé beaucoup de coups de fil et j'ai usé de mon influence afin que ça change. Surtout, beaucoup de prières pour qu'il y ait le moins de dégâts possible. Il faut dire que ça a beaucoup terrorisé les personnes qu'on a eues au téléphone. Exactement. Tout ça. Mais tout le monde va bien, la famille va bien. Ça va bien et la quiétude est revenue. À Tsémélécro et dans tous les villages environnants. Voilà, donc on fait un coucou donc d'ailleurs à tous les riverains de cette belle région, c'est le Moronou. C'est bien ça. Très bien, elle va s'installer dans quelques instants avec son invité. Et le débat du jour sera d'autant plus intéressant que c'est un véritable sujet d'utilité publique. Pendant longtemps, on s'est plaint et on s'est étonné de l'inaction, on dira, du gouvernement face à ces vendeurs de médicaments de la rue, comme on les appelle, dans un endroit bien déterminé à Djamé que tout le monde connaissait. Les choses ont été faites pour que cela n'arrive plus. La lutte contre les médicaments de la rue est d'actualité. Des descentes ont été faites, des saisies également. Et ce sera donc le thème de l'instant vérité avec Gabriel Zani qui, dans quelques instants, recevra M. Nambala Touré, je dirais, le docteur Nambala Touré sur ce thème-là, lutte contre les médicaments de la rue. Ce sera dans quelques instants seulement. Mais pour l'heure, Marco. Oui, pour l'heure. On a un petit souci technique, mais on va revenir donc on va venir à bout de cela. Je rappelle que c'est Soro Félicité qui signe donc l'écriture technique de cette émission. Ce qu'il est important de retenir au niveau donc des médicaments de la rue, c'est que déjà, il faut saluer cette décision d'aller sur le terrain et procéder au déguerpissement. Mais ce que les Ivoiriens attendent surtout, c'est qu'après ça, il n'y ait pas de repousse, comme on dit. Parce que chez nous, dans nos pays en voie de développement, c'est vrai qu'on a de très bonnes décisions, mais ce qui constitue le problème, c'est le suivi. Il faut suivre cela. Et je sais que Gabriel Zani, quand elle prépare donc ses émissions, va sur place, se déplace et va s'enquérir un peu de ce qui se passe réellement sur le terrain. Et c'est ce qu'elle a fait sous la houlette, bien sûr, de la rédaction en chef de Matin Bonheur. Donc c'est dans quelques secondes seulement. On va aller directement parce qu'on n'a pas de générique. Le temps qu'on installe le micro donc, de notre invité qui va s'installer, voilà. Nous allons je pense qu'elle le dira avec son invité, mais en tout cas, on réitère toutes les mesures de prudence vis-à-vis de ces médicaments qui, même si à la base sont des bons, les conditions de conservation font qu'ils deviennent potentiellement dangereux pour la santé. Donc, et puis, c'est pas leur place même là-bas. Franchement. Ça doit être dans des officines, il y a des gens... Comment ils y arrivent, etc. Gabriel Zani est là et on compte sur elle pour poser toutes les bonnes questions. Voilà. Comment tous ces médicaments se retrouvent à Djamé Roxy, pour ne pas citer l'endroit. On vous passe la main. Bonjour Gabriel. Gabriel Zani, bonjour. Bonjour
Marco, bonjour Eva, bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue dans Instant Vérité. Le circuit légal du médicament, industriel grossiste, officine, client. Toute commercialisation pharmaceutique en dehors de ce cadre relève d'un circuit illicite. Les médicaments d'un tel circuit sont des médicaments de la rue. La Côte d'Ivoire n'échappe pas à ce trafic illégal de médicaments. Sur toute l'étendue du territoire national, dans les gares routières, se vendent les médicaments de la rue. Pourquoi la persistance d'un tel fléau malgré les campagnes de sensibilisation? Quel est le réseau qui se cache derrière ce commerce illégal de médicaments en Côte d'Ivoire? Que fait exactement le COTRAMED, le Comité national de lutte contre le trafic illicite et la contrefaçon des médicaments? Mesdames et messieurs, ces questions trouveront sûrement leur réponse dans Instant Vérité. Et aujourd'hui, pour vous, je reçois sur ce plateau Monsieur Benjamin Nambala, médecin, commissaire, divisionnaire de police. Il est le président du COTRAMED, Comité national de lutte contre le trafic illicite et la contrefaçon des médicaments. Bonjour, messieurs. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Instant Vérité. Alors, vous êtes le président du Comité national de lutte contre le trafic illicite et la contrefaçon des médicaments, comme je viens de le dire à l'instant. Alors, quelles sont les missions assignées à ce comité? Je crois que ça fait 2 ou 3 ans, 4 ans que vous existez déjà sur... voilà. On a été installé en 2014. Le comité a été créé en 2013, on a été installé en 2014. Et la mission principale que nous avons, c'est de lutter effectivement contre ce trafic illicite. D'accord. Votre mission, c'est de lutter essentiellement contre ce trafic illicite. Alors, dites-moi, pourquoi les médicaments sont dans la rue? Ah oui, les médicaments sont dans la rue parce qu'il y en a qui gagnent pour leur compte. Hein. Il y en a qui en font un commerce. Et comme c'est un commerce qui leur apporte beaucoup d'argent, ça les intéresse de le faire. Mais les médicaments aussi sont dans la rue parce que la population estime que dans les pharmacies, les médicaments coûtent cher. Mais par rapport à ça, l'État de Côte d'Ivoire a quand même pris des mesures importantes. Hein. L'une des premières mesures, c'est la politique des médicaments génériques qui a été mise sur place. Et puis, l'autre aussi mesure que l'État a prise par rapport à ces médicaments, c'est de faire baisser les coûts au sein des hôpitaux publics. Et donc, aujourd'hui, on ne peut pas évoquer le prix, le coût des médicaments comme un facteur. Il y a aussi le fait que l'État ait demandé aux pharmacies de procéder au déconditionnement des médicaments. Et ça, c'est important. Hein, avant, on achetait des boîtes entières et aujourd'hui, on peut acheter des médicaments en détail, au détail en pharmacie. Et ça, c'est important. Alors, malgré toutes ces mesures de l'État, les médicaments continuent d'être vendus dans les rues et même dans des endroits qui sont assez spécialisés pour cela. Ce n'est pas seulement les pharmacies, les officines, mais des endroits qui sont assez spécialisés. Alors, tout à l'heure, vous avez parlé d'un aspect assez important. Vous venez de dire qu'il y en a qui profitent de cela. Alors, selon vous, quelles sont les sources d'approvisionnement de ces marchés noirs? Alors, madame, il y en a 2 sortes, hein, les sources d'approvisionnement. En interne, vous avez les détournements qui se font par certains individus de médicaments périmés qu'ils reversent dans les marchés, de médicaments parfois de bonne qualité. Et puis les dons par les organismes, il y a des détournements qui se font, qui se retrouvent dans la rue. Alors, mais ce qui est important, le plus important, c'est ceux qui viennent de dehors. C'est des médicaments qui sont déversés dans nos marchés par des mafias organisées. D'accord, par des mafias organisées. Et effectivement, vous êtes commissaire. Oui. N'est-ce pas? Oui. Vous êtes commissaire de police, vous êtes médecin en même temps. Ces mafias, quel est le réseau de, ces mafias? Quel est le réseau? Est-ce qu'on peut faire un profilage? Bon, enfin, nous avons connaissance de certains pays limitrophes qui abritent ces mafias-là. Et donc, c'est pour ça qu'il est important aujourd'hui d'aller à la Convention Médicrime. Et je pense que Madame le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique travaille à cela. Oui, on va y arriver. Mais dites-nous, nous avons fait des recherches, nous savons qu'un médicament sur 3 est vendu dans la rue. Oui. C'est vraiment grave, Monsieur Nambala. Mais, alors, la question qui vient, c'est seulement pourquoi vous avez connaissance de ces réseaux? Qu'est-ce qui est fait pour pouvoir freiner l'action de ce réseau-là? Qu'est-ce qui est fait à votre niveau? Vous êtes commissaire? Oui. Alors, non, avant d'arriver à ce que nous faisons, il faut dire que l'État a fait beaucoup. Parce qu'en fait, nous avons eu besoin de lois
Le président a accepté de nous donner ces lois. J'en arrive, madame. S'il vous plaît, les lois, c'est vrai, c'est dans les assemblées, je vais dire, nationales, c'est dans les séances plénières. Oui, on parle de façon pratique sur le terrain. Sans les lois, vous ne pouvez pas réprimer, madame. Mais les lois sont là et les médicaments sont dans les rues. C'est ce que je vous dis, j'en viens. Ces lois étaient... Il faut montrer que l'État quand même a fait quelque chose. Parce que souvent, on dit que l'État n'a rien fait. L'État, il y a les lois qui ont été faites, effectivement, d'abord, un. Et de deux, il y a eu ensuite la création d'unités. On a demandé qu'on crée un certain nombre de structures pour lutter. Ces structures ont été mises en place. Maintenant, il s'agit, pour nous, les acteurs de terrain, de nous mettre ensemble pour lutter contre ces phénomènes-là. Qu'est-ce que vous faites, vous, les acteurs de terrain? Nous faisons ce que nous avons à faire. Nous luttons contre ces médicaments, nous faisons des saisies. Nous sommes sûrs que ce que nous savons, c'est que ces saisies ne vont pas arrêter le phénomène. Par contre, ce que je peux vous signaler, c'est que pour nous, les acteurs de terrain, il est important que nous jouions tous dans le même camp. Ça, c'est quelque chose d'important à signaler. C'est important, oui. Il faut que nous jouions tous dans le même camp. C'est-à-dire? C'est-à-dire que, évidemment, il y a des gens que nous pouvons prendre avec de grandes quantités de marchandises. S'il n'y a pas de complicité, ces gens-là ne peuvent pas avoir ces médicaments. Quels sont, enfin, je veux dire, qui sont les complices? Non, dites-nous, nous sommes... Non, de toutes les façons... Non. On va jouer 4 sur table. Oui, madame. On va être vraiment très, je vais dire, franc ce matin. Oui, absolument. Dites-nous, qui sont ceux, ou bien, quelles sont les structures qui sont derrière ce trafic? Mais, madame, nous les recherchons, ces complices, justement. Nous, le constat que nous faisons... Non, le constat... Vous avez une double casquette. Non, vous êtes commissaire de police. Mais en même temps, vous êtes aussi le président du comité qui est chargé de lutter contre la commercialisation illicite des médicaments. Mais, madame, vous savez, moi, ce que nous disons... c'est qu'en principe, ces médicaments illicites ne doivent pas rentrer. Nous constatons qu'il y a des médicaments sur le territoire. Il y a forcément des complicités. Ça veut dire que chez vous, il y a des failles. Oui, il y a des complicités. Au niveau du Cotramed? Non, pas du Cotramed, mais je veux dire dans votre structure, peut-être dans la structure, je veux dire les actions concertées, il y a des failles. Vous savez, madame, il y a des brebis galeuses dans toutes les professions. On peut les trouver un peu partout. Moi, le problème, ce n'est pas ça. Le problème, nous allons les démasquer et puis nous allons prendre les mesures qui s'imposent. Ça, c'est important parce que si nous ne faisons pas ça, la lutte que nous menons va être vaine. D'accord. La lutte va être vaine, non, mais elle ne le sera pas parce que vous avez commencé une phase répressive. 40 tonnes de médicaments ont été saisis à Roxy, à Djamé. Vous savez, la ministre l'a annoncé récemment. Alors, dans ce marché, parlons de Roxy. Oui. Quelles sont les sources d'approvisionnement de ce marché-là, de Roxy, qui est un espace, une pharmacie à ciel ouvert, une pharmacie noire. Bon, tout le monde regarde, tout le monde voit, les autorités le savent et puis rien n'est fait. Et c'est maintenant qu'on passe à la phase répressive pour pouvoir, je vais dire, faire déguerpir les commerçantes, les vendeuses de médicaments. Madame, c'est grave de dire que rien n'est fait. Je vous ai déjà dit les mesures qui ont été prises, en tout cas au niveau de l'État. Bon, depuis combien de temps le marché de Roxy existe? Madame, le marché de Roxy existe quand même, ça fait un moment. Ça fait un moment. Naissance, oui, voilà, donc voilà. Ça fait un moment. Cela justifie le fait que je dise que rien n'est fait. Non, mais non. Je vous l'ai dit, des mesures sont prises contre Roxy. Elles ne sont pas pérennes. Peut-être parce qu'au départ, la lutte, les mesures que nous avons prises dès le départ ne correspondaient pas au cadre dans lequel nous luttons aujourd'hui. Et donc, on a dû prendre du recul pour mieux apprécier la situation et puis voir dans quel sens évoluer. D'accord. Alors, on revient à la question rapidement. Quelles sont les sources d'approvisionnement du marché de Roxy? Je vous ai donné les sources d'approvisionnement. C'est des médicaments qui viennent de l'extérieur et parfois des médicaments détournés ici en Côte d'Ivoire qui sont vendus dans ces marchés. Alors, dans ces médicaments qui sont détournés, vous dites que le comité travaille effectivement pour, je veux dire, démanteler ce réseau-là. Alors, nous sommes allés à Roxy hier. Nous sommes rendus à Roxy. Alors, donc, pendant le déguerpissement, nous avons appris comme ça que les vendeuses n'étaient pas présentes. Comment cela se fait-il? Oui, mais madame, c'est normal. L'activité est illicite. On ne va pas venir demander la permission à quelqu'un qui fait une activité illicite. Donne-moi le produit illicite. Non. Nous avons fait un bouclage de la zone très tôt le matin. Nous avons extirpé les quelques personnes qui étaient là pour pouvoir travailler en toute sérénité. Et donc, c'est ce que nous avons fait. Mais vous avez pris les médicaments et pas les vendeuses? Oui, est-ce qu'il n'y a pas un risque de les voir revenir, recoloniser encore les lieux? Effectivement, c'est un risque. Mais nous avons dit que nous allons de façon progressive. Et dans l'interview que j'avais donnée d'ailleurs, j'avais précisé que nous aurions pu aller jusqu'aux arrestations. Nous ne l'avons pas fait. C'est un signal que nous donnons. Et évidemment, lorsque on a beau aimer son enfant, on est parfois obligé de lui donner des claques. C'est ce qui s'est passé le mercredi dernier.
Alors, voilà. donc la claque du mercredi dernier, non, du jeudi plutôt, c'est le jeudi que cela se passait. Alors le jeudi dernier, voilà, nous sommes rendus, comme je viens de le dire tout à l'heure, nous sommes rendus à Roxy, nous avons constaté effectivement que des policiers font toujours le guet devant le marché. C'est bien, c'est vraiment bien. Mais pendant combien de temps ces policiers vont-ils tenir? Bon, c'est sûr que ça ne va pas être facile, mais les actions se poursuivent. Vraiment, souffrez que je ne vous donne pas aujourd'hui même les prochaines étapes. Parce que comme je dis, quand on va en guerre, vous n'allez pas dire à votre ennemi, voilà la façon dont je vais vous combattre. Mais dans tous les cas, l'action va se poursuivre. Bien, l'action va se poursuivre. Mais ce qu'on ne comprend pas, c'est comment se fait-il également que la répression ne concerne que seulement les petits revendeurs. C'est-à-dire que ces femmes qui sont au marché, on veut savoir même qu'est-ce qui est fait même, enfin, oui, allez-y. Alors, non, vous savez, ce marché-là, il prospère certainement parce qu'il y a une clientèle. Hein, et c'est pour ça que nous pensons qu'il faut d'abord s'adresser à s'attaquer à cette clientèle. La clientèle, pour ceux qui détournent les médicaments, c'est les femmes. Et puis la clientèle aussi, c'est la population pour ces vendeuses-là. Et donc, ces deux niveaux d'action-là, nous avons agi, à ces deux niveaux, nous avons agi. Et vous vous souvenez, il y a eu des séances, des émissions sur la sensibilisation organisées par Madame la ministre de la Santé et de l'Hygiène publique. Et ça, c'était vraiment à l'endroit de ceux qui consommaient ces médicaments-là. Et nous pensons que si cette cible n'est plus intéressée par ces médicaments, le phénomène peut prendre un coup. D'accord. Donc, la répression, ça, ce sont des vendeurs ou encore, je vais dire, des vendeuses, des commerçants qui sont assis dans un espace déterminé, un espace fixe. Mais que faites-vous des vendeurs ambulants, de ceux-là même qui sillonnent les quartiers, qui rentrent même souvent dans les domiciles pour proposer ces médicaments-là? Qu'est-ce qui est fait justement pour lutter contre cette pratique? Mais madame, on ne peut pas arrêter tout d'un coup. Je vais aller même plus loin. Ils ne vont pas que dans les domiciles, ils sont même dans les cars. Oui. Hein, et avec les voyageurs, ils montent dans une station, ils descendent à une autre. Nous le savons, on a répertorié tous ces faits-là. Nous allons nous y attaquer, madame. Non, mais vous allez vous y attaquer depuis... Oui, mais madame, on ne peut pas enrayer ce phénomène d'un seul coup. C'est comme une mafia. En même temps que vous déguerpissez les commerçants de Roxy dans un endroit assez déterminé, dans un espace assez déterminé, mais aussi il faut une action concertée, une action, je vais dire, beaucoup plus étendue. On pas seulement à Abidjan, mais dans les villes de l'intérieur du pays, dans les villages, dans les campements, dans les hameaux. Je vous ai dit tout à l'heure que les médicaments sont vendus partout en Côte d'Ivoire, c'est pas seulement à Abidjan. Non, nous travaillons à ça. Madame, Roxy est un symbole. Il fallait bien commencer par Roxy, parce que Roxy, c'est le plus grand marché à ciel ouvert de l'Afrique de l'Ouest des médicaments. Il fallait commencer par Roxy. C'est pour ça, c'est un symbole, nous avons commencé par Roxy. Ça ne veut pas dire que nos actions vont s'arrêter. D'ailleurs, nous avions déjà mené des actions à l'intérieur du pays. Hein, certaines actions qui ont été menées de concert avec Interpol à l'intérieur du pays. Donc, vous ne pouvez pas dire que nous ne faisons rien dans ce sens. Mais nous disons, c'est un nouveau départ. Nous commençons par Roxy pour donner un grand signal. Est-ce que ce nouveau départ-là n'est pas vraiment un coup d'épée dans l'eau? Oui, mais madame, vous ne pouvez pas aller en guerre en disant que vous avez perdu d'avance. Non, nous savons que la tâche est ardue, elle n'est pas facile, mais c'est un peu comme la drogue. Tous les États luttent contre la drogue, mais ne sont pas réussis à endiguer le phénomène. Mais c'est un combat qu'il faut mener, il ne faut pas croiser les bras. D'accord. C'est un combat qu'il faut mener, il ne faut pas croiser les bras. Et nous avons constaté, nous avons entendu également qu'il y aurait des poches de sang qui sont vendues dans les marchés noirs en Côte d'Ivoire. Qu'est-ce que vous répondez à cela? Est-ce que vous avez déjà eu cette information? Bon, moi, personnellement, je n'ai pas cette information. Je sais que de toutes les façons, il y a eu, à un moment donné, des informations qui ont circulé ici, des poches de sang d'origine douteuse qui étaient utilisées dans certaines structures de santé. Mais le ministère a mené les enquêtes nécessaires et a pris les mesures qui s'imposaient. Mais dans le marché Roxy, je n'en ai pas connaissance. Si, nous avons entendu, il y a des témoins mais donc, c'est une information, qui se sont exprimés sur la question. C'est une information qui nous réjouit. Elle vient augmenter le nombre de nos sous-informations. Et moi, je pense que c'est quelque chose qu'on devra regarder avec sérénité. Bien. Donc, en tant que médecin, en tant que président du comité du Cotramed, vous faites sûrement des rapports. Alors, aujourd'hui, ce que les Ivoiriens veulent savoir pour interpeller les uns et les autres, combien de personnes ont été victimes de l'utilisation des médicaments de la rue? Bon, madame, nous n'avons pas fait une étude quantitative. Hein.
Ce qui est sûr, c'est que quelques études ont été menées et ont montré que le mésusage de ces médicaments-là était à la source de beaucoup de pathologies, notamment les insuffisances rénales et un certain nombre de choses. Et il y avait aussi des phénomènes plus graves, notamment les résistances, parce que c'était des médicaments qui sont achetés avec des personnes qui n'ont pas la qualification nécessaire, donc qui ne peuvent pas donner les conseils nécessaires aux utilisateurs, et donc ils les utilisent de façon, pas de façon correcte, et donc les résistances pour certains antibiotiques sont développées, même certains antipaludéens, etc. Et ça, c'est un grave problème de santé publique. D'accord. Vous savez, le problème, il est tellement vaste, il est très délicat, parce qu'il s'agit vraiment de la santé des uns et des autres. Tel que vous parlez, les Ivoiriens qui vous regardent se disent, mais ils font quoi finalement ? Ils font quoi? C'est vrai, vous dites que vous faites beaucoup, que le gouvernement fait beaucoup. Je n'en disconviens pas. Non, je ne veux pas contredire tout ce que le gouvernement fait ici. Mais en même temps, c'est vraiment trop peu. C'est vraiment trop peu. On ne sent pas. On ne sent pas. Les Ivoiriens veulent savoir. Ils veulent savoir qu'aujourd'hui, le gouvernement, on veut vraiment voir les agents du ministère de la Santé ou encore du Cotramed un peu partout. Est-ce que vous en avez sur le territoire ivoirien pour essayer de faire une police un peu... Non, en tant que structure, le Cotramed n'a pas d'agents propres, je veux dire, de policiers, de gendarmes, etc. Non, chaque fois, c'est des opérations que nous avons menées de concert. D'ailleurs, pour mieux faire cette lutte-là, nous nous sommes mis dans une plateforme et nous avons associé avec nous, des structures comme le CNLC, le Comité national de lutte contre la contrefaçon. Et lui, c'était une unité spécialisée dans la lutte contre la criminalité transnationale. Alors, un dernier mot à l'endroit de tous ceux qui vous regardent ce matin, parce que c'est vraiment assez important. Qu'est-ce que vous avez à dire à tous ceux qui utilisent les médicaments de la rue? Alors, les médicaments de la rue égale danger. Parce que ces médicaments, d'abord, l'origine de ces médicaments n'est pas connue, n'est pas toujours connue. Ensuite, ces médicaments sont conservés dans des conditions qui ne sont pas correctes du tout. Et donc, c'est des médicaments qui forcément sont dénaturés. Et je ne suis pas sûr qu'on paye moins cher pour sa santé en allant prendre ce type de médicaments. Parce qu'en réalité, on n'est pas guéri, on est obligé chaque fois de payer. Et en définitive, on se rend compte que si on était allé à l'hôpital public ou à une clinique de la place, on serait beaucoup mieux soigné à un coût qui serait raisonnable. D'accord. Merci bien. Merci monsieur Benjamin Nambala. Mesdames et messieurs, les médicaments se vendent dans les rues au même titre que les cacahuètes. Comment en est-on arrivé là? La question reste posée à tous. Pendant que les autorités font tout ce qu'elles peuvent pour lutter, pour sensibiliser, lutter contre la commercialisation illégale des médicaments, les populations continuent de les utiliser au mépris de leur santé. Les médicaments de la rue tuent. Ou plutôt, c'est l'ignorance qui tue. Mesdames et messieurs, restez avec nous sur RTI 1 et bien évidemment dans Matin Bonheur avec Eva et Marco. Gabi, on aime bien sa pugnacité, surtout ses analyses et le fait qu'elle parte chaque fois sur le terrain afin de vérifier toutes les informations. Merci également à son invité. Nous nous souhaitons bon courage dans la lutte, dans cette lutte-là qui fera du bien, vous l'imaginez, à toute la population. Merci d'être avec nous ce matin bonheur. La dernière ligne droite de ce rendez-vous nous amène du côté de l'APEXI. C'est l'association pour la promotion des exportations de Côte d'Ivoire qui a un représentant assez solide sur ce plateau. Nous aurons un grand plaisir à discuter en compagnie, bien sûr, de M. Gérard Amangwa, DGA de l'APEXI, sur le thème industrialisation et développement économique en Afrique. La thématique, le jingle, bien sûr, avant, et nous allons commencer la discussion qui va rythmer, bien sûr, la dernière ligne droite de cette émission. Africa Transtour organisé à Abidjan du 23 au 25 mai 2017, le 5e Forum international et salon africain des transports. Forum de discussion, rencontres B2B, exposition commerciale, business, dîner gala. Infoline 21 00 31 63 53 00 75 02. FISA 2017, la grand-messe pour une vraie intégration autour des transports. Partenaires.
l'industrialisation de l'Afrique diffère selon que l'on soit en Afrique septentrionale, occidentale ou australe. Mais ce que nous pouvons retenir de manière générale est le fait que l'industrialisation dans plusieurs pays d'Afrique continue d'être tributaire des ressources agricoles et minières, hormis l'Afrique du Sud et le Nigeria, qui développent d'autres pans de leur industrie. Les industries en Côte d'Ivoire, il y a l'industrie extractive, pétrole, mine, l'industrie de transformation des matières premières, on n'a pas beaucoup, et puis l'industrie des services. Mais généralement, dans l'ensemble, c'est des industries de montage. Parce qu'on n'a pas véritablement ce qu'on appelle les industries de transformation, mais c'est des industries de montage, parce qu'on n'a pas aussi les industries de fabrication. Quand on a besoin d'une machine, on est obligé de faire venir ça en pièces détachées et puis monter. Et donc ça, ce n'est pas vraiment intéressant pour l'Afrique, pour la Côte d'Ivoire. Donc il serait plus intéressant d'avoir des industries même de fabrication. Je pense que le plus gros obstacle du développement industriel en Afrique, le premier obstacle, c'est le manque de financement. Et le deuxième, c'est le fait que les matières premières ne sont pas transformées dans les pays d'origine. On a vu certains documentaires et tout ça qui parlent du cacao, mais du pétrole, les produits sont transformés ailleurs. Et leur prix après transformation est vraiment plus grand que le prix de la matière de base. Les Africains pensent qu'on doit toujours tout leur donner cadeau, gratuitement. Ils ne sont pas prêts à se prendre en charge eux-mêmes. Comment vous pouvez penser qu'un pays comme la Thaïlande, toutes choses mises à part, puisse venir donner une tonne de riz à des chefs de village dans un village, des chefs habillés avec des chaînes en or et qui attendent qu'on leur donne des cadeaux? Vous voyez, c'est un paradoxe. Voilà tous les freins du développement industriel en Afrique. En effet, lancé pour beaucoup après les indépendances, le développement industriel en Afrique a connu plusieurs phases, jonchées par de graves crises militaro-politiques ou économiques, ce qui pourrait justifier dans certaines mesures le retard de nos industries. Cependant, depuis les années 2000, plusieurs pays d'Afrique ont axé leur politique économique sur le développement de leur industrie. L'objectif de plusieurs d'entre eux de devenir des pays émergents à l'horizon 2020, sous-tend les politiques de réforme et de réorientation en portant de nouvelles priorités. Ainsi, plusieurs actions ont été entreprises comme ce fut le cas en Côte d'Ivoire, au lendemain de la longue période de crise qu'a connue le pays et qui a eu un impact négatif sur les activités industrielles. Au nombre de ces mesures, on peut citer la transformation des matières premières et l'investissement privé direct qui constitue pour la Côte d'Ivoire les voies d'accès à l'industrialisation. En outre, de manière générale, il s'avère tout d'abord important pour les gouvernements africains de repenser les politiques à travers l'établissement d'un diagnostic industriel ou une évaluation approfondie de la base industrielle de chaque pays, la définition d'un nouveau cadre de développement industriel en association avec le secteur privé, l'adaptation de ces politiques et stratégies avec un nouveau contexte économique mondial, les exigences climatiques, les nouvelles règles du commerce et de l'investissement. Ensuite, axer toutes les stratégies sur l'option de mobilisation de fonds et non plus sur les allocations de fonds, ce qui aura l'avantage de prendre en compte dans la stratégie de mobilisation l'épargne intérieure, l'emprunt auprès des institutions de financement du développement, les investissements étrangers directs et enfin accorder une place de choix à l'industrie manufacturée, qui sera, au vu de la démographie, un atout majeur pour l'Afrique. Alors, les choses sont claires, les postulats sont posés. Monsieur Gérard Amangwa, bonjour. Bonjour. Vous revenez de l'Afrique du Sud. Vous avez participé à différents forums pour des choses que vous allez nous expliquer dans quelques instants. Première question, comment se porte l'industrie et je dirais l'industrialisation en Côte d'Ivoire? Je pense qu'elle se porte très bien. Vous savez, depuis la sortie de crise, notre économie a connu une progression très remarquable, notamment au niveau du taux de croissance. Nous sommes à 9% aujourd'hui. Et nous avons pu, quand je parle de nous, je parle de la Côte d'Ivoire, on peut retrouver notre place d'antan, une place de locomotive. Et nous sommes actuellement dans le plan national de développement de 2016 à 2020, qui nécessite près de 28 000 milliards de francs CFA, et dont une bonne partie va concerner la transformation structurelle de notre économie. Et quand on parle de transformation structurelle, c'est vraiment la cadence qu'il faut pour arriver à une industrialisation plus poussée. Donc elle se porte très bien. Nous exportons dans la sous-région, en tout cas au niveau de la CEDEAO, nous exportons énormément. Nous avons une base industrielle qui est en train de s'élargir avec des nouveaux investissements qui se mettent en place.
Et de mon voyage d'Urban, je pense que la Côte d'Ivoire a été citée en exemple par rapport à des projets sur lesquels nous sommes aujourd'hui. Alors, dans l'élément, on a entendu industrie de montage, pas d'industrie de transformation. Alors, quelle est la qualité de l'industrialisation en Côte d'Ivoire? On est à quel niveau? Est-ce qu'on est toujours dans le montage ou est-ce qu'on va résolument vers la transformation véritable de nos produits? Bon, je pense que quand il parlait de montage, c'était par rapport à des industries telles que l'industrie automobile. À l'époque, on avait des industries de montage. Je pense qu'au niveau de la transformation, c'est plutôt la transformation des matières premières. Bon, nous avons depuis 2 ou 3 ans accru justement ce taux de transformation au niveau du cacao, par exemple. Il y a des industries qui se sont installées. Au niveau de la noix de cajou également, il y en existe, mais c'est des transformations de premier niveau. Il faut aller plus loin. C'est-à-dire que nous avons des produits semi-finis qui entrent dans le processus de l'intégration de nos valeurs, des chaînes de valeur à l'échelle internationale, mais il faut aller plus loin. C'est-à-dire qu'il faut arriver à produire des produits qui sont vraiment finis, c'est-à-dire standards internationaux. Bon, je pense qu'aujourd'hui, les autorités ont souhaité que nous allions pour le cacao, jusqu'à 40%, 40% aux alentours de 2020. Bon, je pense que c'est une bonne chose, parce que ça règle en même temps le problème de la production, la capacité de production, mais ça aussi règle le problème du chômage. Mais, enfin, alors, question, outre le café, le cacao et la noix de cajou que vous avez citée, qu'est-ce qu'on exporte d'autre? Qu'est-ce qu'on transforme d'autre et qu'on exporte? Ah oui, on exporte beaucoup de choses. Hein. Notamment dans la plantation, dans l'hélivéaculture. L'hélivéaculture, il y a des transformations du premier niveau. On exporte des produits plastiques. On exporte dans la sous-région des produits qui sont finis, notamment au niveau de la métallurgie, au niveau des industries plastiques, au niveau de l'emballage. Toutes les filières sont représentées. Monsieur Abongwa, notre industrialisation est un peu, parfois, une vue de l'esprit. Quand on regarde ça d'une certaine manière, vous avez parlé de taux de croissance, tout ça, mais concrètement, sur le terrain, parfois, on a du mal à faire l'adéquation, à faire la relation. Nos parents paysans dans les villages sont toujours pratiquement à une agriculture mécanique. On va dire ça comme ça. Hein. Alors que nous sommes quand même la Côte d'Ivoire, nous sommes un pays qui fait autorité en matière d'agriculture. Est-ce qu'on aura bientôt l'adéquation, industrialisation et réalité sur le terrain et que ça profite à tous? C'est une excellente question. Je pense que nous sommes dans une courbe ascendante en matière économique. Il y avait à régler d'abord le problème de l'environnement des affaires. Quand on voit aujourd'hui les infrastructures qui sont réalisées dans notre pays, dans les différentes régions de Côte d'Ivoire, il faut mettre en place justement ces conditions-là pour que les produits soient acheminés des plantations ou des lieux de production jusqu'au port. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'était, je reviens sur votre question tout à l'heure, le deuxième point, c'est l'amélioration de l'environnement des affaires. À l'époque, en 2011, pour créer une entreprise, il fallait dépenser près de 660 000 francs CFA. 660 000 francs CFA. Aujourd'hui, vous dépensez moins de 100 000 francs. Donc, c'est un pas en avant. Et la Côte d'Ivoire a eu, je vais dire, au niveau du rapport Doing Business, a eu enregistré des avancées énormes. Comprenez? Maintenant, pour revenir à votre question sur le partage du fruit de la croissance, c'est un débat qui aujourd'hui est en voie de compréhension. Parce qu'en économie, ce n'est pas du jour au lendemain que les fruits de la croissance sont ressentis. Je pense que le président a bien expliqué et tout cela. Mais ce qu'il faut, à notre avis, puisque nous revenons d'Urban, ce qu'il faut, à notre avis, c'est de passer à une vitesse supérieure. Et nous avons rencontré des grands groupes industriels, comme Dangote, qui travaillent dans la sous-région, qui ont demandé que des chefs d'entreprise puissent se retrouver au niveau de la région pour réfléchir ensemble sur la cadence qu'il faut pour accélérer justement le rythme d'industrialisation.
Parce qu'il y a des poches qui ne sont pas exploitées. Tout à l'heure, j'ai écouté un de vos intervenants lors du reportage, c'était au niveau de l'agriculture. Effectivement, toutes ces matières premières ne sont pas totalement transformées. Donc, il faut faire quelque chose. Il faut attirer les investissements. Tant que vous n'attirez pas les investissements directs étrangers et que votre pays n'est pas, je veux dire, fréquentable, guillemets, vous ne pouvez pas avoir des investissements. Monsieur Amonkwa, excusez-moi de vous couper, mais pourquoi forcément attendre que tout vienne de l'étranger? Est-ce que nous-mêmes, au niveau UEMOA ou CEDEAO, est-ce qu'on ne peut pas faire en sorte que notre propre consommation, notre propre force interne puisse vraiment nous suffire d'abord, et c'est cela qui va indubitablement attirer l'étranger? Parce que si l'Occident voit que nous, à notre niveau, il y a une population qui consomme, il y a l'épargne qui est maintenue, il n'y a pas d'inflation, et que tout concourt à ce que la population soit à l'aise, et que nous sommes très unis, mais vraiment unis en Afrique, est-ce que ce n'est pas ça aussi qui va nous sauver et sauver notre industrialisation? D'accord, nous sommes totalement d'accord. Vous savez, tout le monde le dit toujours, hein, il faut la stabilité politique, d'abord. Il faut l'environnement des affaires, que ce soit conducif. Deuxièmement, il faut qu'au niveau de la région dont vous avez parlé, la CEDEAO par exemple, ou l'UEMOA ça va. Pour le moment, on a des politiques économiques régionales. Mais au niveau de la CEDEAO, il faut dire qu'il faut régler le problème de l'inadéquation des politiques économiques nationales. Parce que, supposons que le Nigeria veuille, par exemple, se lancer dans l'industrialisation de la transformation du manioc dans la sous-région. Elle produit énormément. Si des pays comme la Côte d'Ivoire aussi s'y lancent, ça fait qu'il y a des poches qui ne sont pas totalement exploitées. Et on ne retrouve pas la compétitivité qu'on recherche. Deuxièmement, en dehors de cette inadéquation dont on parle, il y a aussi la volonté politique. Il faut que nos chefs d'État se retrouvent pour décider ensemble ce qu'il faut faire. Quelles sont les filières prioritaires qu'il faut identifier pour lancer justement ce processus d'industrialisation. Nous, par exemple, sommes dans le café cacao. Récemment, je lisais dans les journaux, puisque j'étais en Afrique du Sud, j'ai vu qu'il y a eu un partenariat entre la Côte d'Ivoire et le Ghana. Mais c'est très important. Les deux pays produisent à la fois le cacao, le café. Aujourd'hui, on a encore du pétrole, il ne faut pas faire la guerre, il faut s'entendre. Et puis, le dernier point, on produit l'huile de palme. Donc, il faut se mettre ensemble pour pouvoir capitaliser sur ce potentiel qu'on a. Il y a d'autres pays également. Le nord de la Côte d'Ivoire qui produit le noix de cajou, nous avons le Mali, nous avons le Burkina Faso. Donc, aujourd'hui, il faut retrouver, il faut créer, il faut pouvoir, je vais dire, anticiper sur le futur. Parce qu'il y a des enjeux énormes. Les jeunes qui sont là, comment ils vont travailler demain? Il faut qu'il y ait des emplois. Vous le disiez tantôt, aujourd'hui, pour créer une entreprise, des efforts ont été faits, ça coûte beaucoup moins en tout cas que précédemment. Absolument, ouais. Il y a beaucoup d'entreprises qui sont créées, Dieu merci, on encourage les jeunes à l'entrepreneuriat. Mais aujourd'hui, est-ce que les PME sont accompagnées correctement pour justement avoir une certaine aisance à travailler et à plus exporter? Les PME s'en plaignent beaucoup, mais au niveau des banques, au niveau du gouvernement, il n'y a pas d'aide. Donc les activités stagnent, on ne peut pas étendre les activités et forcément les exportations. Non, vous avez parfaitement raison. C'est-à-dire, elles sont accompagnées de toutes les façons. Nous, au niveau de la PEXI, on accompagne nos exportateurs. Nous ne sommes pas des banquiers. Donc nous, ce que nous apportons, c'est renforcer les capacités de nos exportateurs dans le cadre de l'information commerciale. Par exemple, si une entreprise veut exporter, je ne sais pas, en Asie ou en Afrique, on fournit les informations. On les accompagne également dans le cadre de leur renforcement de leurs capacités. Parce que vous savez, il y a des problèmes de qualité, il y a des problèmes d'accès au marché. Donc ça, on le fait de normes internationales aujourd'hui. Et ce qui manque dans le chaînon, en fait, par rapport à tout ce que nous sommes en train de faire, c'est vraiment l'accompagnement financier. Ça, c'est sûr. Et là, comme je vous le disais hors antenne, nous sommes actuellement au Kenya, où la Côte d'Ivoire, qui est membre depuis la fin de l'année 2016 d'un programme panafricain d'assurance crédit à l'exportation, nous sommes là-bas parce que la Côte d'Ivoire est membre. Et donc, c'est un outil qui va aider énormément tous nos exportateurs
qui exportent aujourd'hui, parce que ça sécurise les revenus à l'exportation. Mais c'est un pan de ce qu'il faut faire. Comment accompagner les PME? Je pense que c'est des débats qui se font depuis. Nous avons eu la FIPME qui a organisé récemment un forum. Bon, il faut réfléchir. Dans certains pays anglophones, il y a des systèmes d'accompagnement par rapport à des outils nouveaux. Et je pense qu'il faut réfléchir sur Au Ghana notamment, il y a une certaine flexibilité par rapport aux impôts quand il y a une PME. Et puis, l'idée aussi qui revient, c'est qu'il faut une politique commune. Parce que cette politique commune n'est pas d'actualité. Est-ce qu'aujourd'hui, par exemple, l'Ivoirien peut aller ouvrir son entreprise tranquillement au Niger? Est-ce que le Nigérien... si, c'est prévu. Est-ce que le Nigérien... Oui, c'est prévu, mais est-ce que c'est effectif? Est-ce que il y a eu... Il faut que les Ivoiriens... Est-ce que le Dakarois peut venir s'installer à Abidjan tranquillement? Il faut que les Ivoiriens soient audacieux. Il y a des Ivoiriens qui travaillent dans la plupart des pays de la sous-région. Mais le concept même de se mettre ensemble n'est pas totalement assimilé à 100% par tout le monde. J'en conviens. De la même manière. Il faut créer justement cette émulation au niveau des chefs d'entreprise. Nous avons mis en place, nous sommes en train de mettre en place un réseau au niveau des agences de promotion et d'exportation. D'accord. Et dans une semaine, je crois, à partir du 16, nous serons à Dakar pour matérialiser cela. Donc ça va aider un peu nos exportateurs à se connaître, à travailler ensemble. Mais je vais aller plus loin. Ce que vous avez dit est très important. Au niveau de la CEDEAO, effectivement, il y a un travail qui avait commencé, mais il faut continuer. Au niveau de l'Union africaine, par exemple, dans la vision 2063, il est question de créer une zone de libre-échange continentale. Il ne faut pas mettre la charrue avant le bœuf. Bon, c'est vrai qu'il faut créer cette zone, mais il faut qu'il y ait des industriels, il faut qu'il y ait des produits qu'on peut exporter. Vous savez, aujourd'hui, dans notre sous-région, pourquoi on ne commerce pas beaucoup? On s'est posé cette question. On ne commerce pas beaucoup, nous sommes à 14% aujourd'hui. Wow, c'est faible. Je parle de la CEDEAO. Alors qu'on commerce avec l'Union européenne et tout, parce qu'on vend nos produits, c'est les produits qu'ils ont besoin. Pourquoi on ne commerce pas? Mais parce que les produits que nous avons chacun individuellement par pays ne peuvent pas être, je veux dire... Ils ne sont pas suffisants? Ne peuvent pas être commercialisés puisque c'est les mêmes produits. D'accord. C'est les mêmes produits, c'est des produits qui ne vont pas. Par exemple, moi, dans la Côte d'Ivoire, exporte de l'huile de palme. On l'exporte au Sénégal, c'est vrai, mais il faut qu'on en exporte dans les autres pays. Donc, on n'est pas encore arrivé à exporter. Le Niger exporte de l'oignon, bien sûr, en Côte d'Ivoire, au Sénégal, un peu partout. Mais il faut justement capitaliser sur justement ce potentiel qui existe pour pouvoir accroître le niveau de commerce entre nos pays. Pour donner un exemple, en Asie, c'est 70%. Tous les pays de l'Asie du Sud-Est commercent entre eux d'abord. 70%. Alors, en Afrique, le problème, c'est qu'il y a d'abord l'environnement des affaires, c'est-à-dire que nous n'avons pas assez de réseau ferroviaire. Parce que si on avait un réseau ferroviaire qui faisait pratiquement toute la sous-région, c'était plus facile. Vous savez que pour partir du Niger pour venir à Abidjan, un exportateur peut dépenser plus d'1 million. Donc forcément, les coûts sont ressentis. C'est pour ça qu'on ressent un peu tout cela sur les prix. Voilà. Vous parlez justement de prix. Moi, j'ai été surprise il y a quelques années, j'étais au Burkina, de voir un savon, que je ne citerai pas, fabriqué en Côte d'Ivoire, vendu moins cher au Burkina qu'en Côte d'Ivoire. Il faut dire que c'est un problème d'économie d'échelle, puis de mise en place de la plateforme industrielle, transformation, je veux dire. Nous avons de l'huile de palme, le Burkina n'a pas de palmier à huile. Donc d'abord, c'est le premier point. C'est-à-dire que nous gagnons, nous avons un avantage comparatif. C'est pour ça qu'on peut vendre facilement du savon au Burkina. Oui, un savon qui est fabriqué en Côte d'Ivoire, qu'on déplace justement, vous avez parlé des coûts de transport, etc. Comment on explique qu'il soit moins cher dans un pays voisin que dans le pays même c'est la politique de l'entreprise. Et la stratégie de l'entreprise pour aller sur un marché, c'est de pratiquer des prix très compétitifs. Oui, ça se fait. Même on a des produits burkinabés qui sont vendus en Côte d'Ivoire, des produits ghanéens. Allez dans les supermarchés, vous allez voir. Oui, c'est vrai que l'intégration existe, mais nous souhaitons que cela soit beaucoup plus important. Une question de M. Koné, qui nous écrit donc d'Abidjan. Il habite à Koumassi. Moi, l'intégration africaine, j'estime que c'est une
c'est une vue de l'esprit, c'est un rêve, c'est un vœu pieux. Parce que au niveau de l'État, des États africains, il n'y a aucune connivence, aucune connexion. Chacun a sa politique et chacun va toujours tirer le drap de son côté. Vu comme ça, c'est un peu brutal. Je parie, mais je veux dire que non, il y a une intégration qui a commencé depuis longtemps. Et puis les pères fondateurs, aujourd'hui nous sommes à un stade où nous avons une Union africaine. Donc c'est déjà pas mal. Nous avons dans le cadre de la CEDEAO une libre circulation des hommes. Des biens et services encore, c'est difficile. Parce que bon... On a parlé du NEPAD, nouveau partenariat pour le développement africain, c'est arrivé nulle part. Non, c'est un programme qui est incrusté dans le programme de l'Union africaine. C'est parce qu'il faut voir les grands enjeux, hein, c'est ça. Quels sont les grands enjeux, comme je le disais tout à l'heure, les grands enjeux, c'est d'abord, nous avons une population qui s'accroît. Donc cette population, il faut pouvoir la maîtriser plus ou moins. Parce que sur le plan économique, il y a le problème des emplois, il y a le problème de la consommation. Donc, le problème de la consommation, ça veut dire qu'il faut créer des produits pour pouvoir satisfaire les consommateurs de notre continent. Ça, c'est la première chose. Je parle déjà de notre sous-région. Le deuxième, c'est que comment le faire pour créer les produits? C'est ça l'enjeu de l'industrialisation. Et cet enjeu porte sur quoi? Quels sont les produits qu'il faut justement produire? Monsieur Amongwa, il y a une question qui me vient à l'esprit tout de suite. Est-ce qu'il n'y a pas des choses qui ne dépendent pas de nous? Est-ce qu'il n'y a pas des freins vraiment cachés? Parce que j'estime que depuis nos indépendances, il y a des choses sur lesquelles quand même on peut revenir. J'ai l'impression qu'il y a des domaines, il y a des secteurs où les pays africains n'ont pas le droit de trop se développer parce que ça va gérer, ça peut gêner tel ou tel intérêt. Disons-le franchement. J'apprécie votre franchise. Franchement. Oui, franchement, parce qu'on a l'impression que je pense qu'on est tous d'accord qu'il faut trouver les voies et moyens pour développer. J'apprécie votre diplomatie. Non, je ne suis pas diplomate. Mais il faut dire aussi que nous sommes dans un village planétaire, comme vous le dites très souvent, et il faut coopérer avec les autres. On peut coopérer avec le Nord, on peut coopérer entre les pays du Sud, et c'est ce que nous essayons de faire, parce qu'il faut coopérer avec les pays du Sud. Mais cette coopération-là, est-ce que ça empêche qu'on puisse transformer sur place totalement nos matières premières? Depuis 1930, c'est le thème, le président Houphouët-Boigny, son combat aujourd'hui. Est-ce que cette coopération avec le Nord nous empêche de développer non, ça ne nous empêche pas. Des soucis dans nos pays, ça ne nous après empêche au niveau pas. politique ou au niveau... Voilà. Non, ça ne nous empêche pas, mais je pense qu'il faut voir les choses dans le temps. Il faut voir les choses dans le temps. Prenez la Côte d'Ivoire il y a plus de 60 ans. On n'avait pas d'industrie, on n'avait rien. On faisait, comme disait un de vos intervenants, on faisait que du montage. Ou bien c'était des économies de substitution. Aujourd'hui, nous sommes dans un autre paradigme où vous avez un commerce totalement international, multilatéral. On en parlait tout à l'heure au niveau de l'AGOA, mais les Américains nous donnent la possibilité d'exporter. Est-ce que nous avons la capacité de produire pour exporter sur ce marché? Non. Mais si nous ne mettons pas ensemble au niveau des blocs régionaux, nous ne pouvons pas produire justement pour ces marchés-là. Et c'est pour ça que j'ai parlé tout à l'heure d'un des grands industriels qu'on appelle capitaine d'industrie. Dangote, nous avons ici aussi certains industriels dans le service, M. Diagou et tout cela. Donc il faut que les gens se mettent ensemble. Il faut qu'il y ait un groupe d'hommes d'affaires africains qui se mettent ensemble, qui disent ça suffit, aujourd'hui faisons cela. Nous avons un agenda, voici notre agenda. Et nous parlons devant les chefs d'État. Là, je suis d'accord avec vous, mais ça vient avec le temps. À l'époque, les gens n'avaient pas d'affaires. Il n'y avait pas de secteur privé dans les années 60. Hein. Justement, pour en parler, à l'époque de ces années 60, il y avait les fameuses sodés qui étaient de véritables bols d'air frais pour l'économie ivoirienne. En tout cas, c'est ce qu'on voyait avec voilà, justement cette transformation qui était faite sur place, même dans le textile également. Absolument. Avec des entreprises à Boaké, dans le sucre, dans le riz, etc. Tout cela a disparu au profit donc des industriels privés aujourd'hui qu'on recherche. Est-ce que ce n'est pas une bonne alternative? Est-ce qu'on y pense à y revenir? À l'époque, oui. À l'époque, je pense que le président Houphouët-Boigny, paix à son âme, avait trouvé la juste vision qu'il fallait. Puisqu'on commençait, on sortait de la colonisation, on était dans la période d'indépendance, on avait des financements en Banque mondiale,
il fallait financer donc notre économie sur la base d'un modèle économique que lui, il avait proposé, qui était très bon, qui était très bien, jusqu'à ce que, bon, on se rende compte quand même que pour certaines sociétés d'État, il y avait la gabégie, il y avait du clientélisme, il y avait tout ce qu'on pouvait imaginer. Donc c'est pour ça que ce paradigme a changé. Aujourd'hui, nous sommes dans le mouvement international qui nous demande d'ouvrir nos marchés, puisque les autres marchés sont ouverts. Monsieur Digbe de Gagnoa qui pose la question suivante à Monsieur Amangwa. On nous bassine à longueur de journée de foires, il y a toujours des foires de ceci et de cela, mais les populations ne touchent rien et ne ressentent rien sur leur mode de vie, sur leur situation. Alors, ne faut-il pas repenser notre manière de voir le développement économique? Question. Ah si, c'est une très bonne question. Il faut revoir, mais je pense qu'il faut aussi tenir compte des réalités. Les réalités sont claires, elles sont là. Nous ne pouvons aujourd'hui que d'exporter pour le moment des produits de base, et c'est ce que nous faisons. Il faut partir de la réalité. Nous exportons des produits de base, café, cacao, palmier à huile. Nous avons des produits transformés que nous exportons dans la sous-région. Nous avons des produits semi-finis que nous exportons dans le monde. Le cacao aujourd'hui, nous exportons, peut-être pas, mais il ne sait pas, nous exportons du beurre de cacao, de la pâte de cacao. Maintenant, il faut pouvoir en produire sur place. Mais les réalités sont là. Vous avez le marché international. Consommer sur place, produire sur place. Nous avons un petit marché, il faut consommer dans la sous-région. Il faut réfléchir, il faut trouver des nouveaux produits. C'est ce qu'il a dit, hein. On est toujours dans le forum, toujours dans les réflexions. Oui, mais... Depuis 1960, ça continue. On réfléchit et vers la fin, on nous dépasse des pays comme la Corée et autres nous passent... Non, mais la Corée, c'est spécial. Pas, vous savez, on en discutait la dernière fois d'ailleurs à Durban. Il y a eu des décisions géostratégiques qui ont été prises. Ou qui n'ont pas été prises. Qui ont été prises par les grandes puissances. À l'époque, à la sortie de la Deuxième Guerre mondiale. À la sortie de la Deuxième Guerre mondiale, il fallait un plan Marshall pour l'Europe. Ça a été décidé par les pays vainqueurs, donc les États-Unis, en tête. C'est ce qui a été fait. Quand on voit l'industrialisation de la France et de l'Allemagne, c'est ça. Ensuite, il fallait... combattre le communisme, le socialisme dans les pays de l'Asie du Sud-Est. C'est ce qui a été fait. Il y a eu un coup de pouce des États-Unis, par exemple, pour pouvoir avoir un sourcing, c'est-à-dire l'approvisionnement de produits fabriqués sur place dans ces pays-là. En Afrique, qu'est-ce qui s'est passé? En Afrique, nous avons nos anciens colonisateurs qui ont fait ce qu'ils avaient à faire, mais aujourd'hui, à nouvelle donne, vous êtes là, vous êtes des jeunes, à la nouvelle donne, vous n'êtes plus d'accord. Donc il faut réfléchir et voir comment il faut faire. Il faut donc réfléchir. Merci beaucoup. On vous soumet donc ces réflexions-là parce que tout le monde à son niveau peut aider. En tout cas, ce qu'on peut retenir, c'est qu'il faudra s'unir tous les pays africains pour avoir une industrialisation et une économie ivoirienne, africaine, pardon, des plus fortes et des plus compétitives. Merci beaucoup, monsieur Amangwa. J'ai été très heureuse de revenir, Marco. Oui, et moi très heureux de retrouver ma dose d'Evamine. Alors n'oubliez pas que la foire internationale du commerce et l'industrie d'Abidjan, le FICA, c'est du 11 au 13 mai 2017. Et donc c'est avec grand plaisir que pour coller à cet environnement-là, nous avons reçu monsieur Gérard Amangwa, donc, qui est directeur général adjoint de l'APEXI, qui veille à ce que nos entreprises soient compétitives au niveau du marché des exportations. C'est cela. Merci. On se retrouve demain, toujours avec le même plaisir et toujours avec ma dose d'Evamine que je suis très heureux de retrouver. Allez, bonne journée. Nos programmes se poursuivent sur RTI 1. Merci.